Bon, est-ce que vous m'entendez? Il y a une coupure d'Internet. Très bien. Donc, il faut toujours, devant un cancer de l'hypopharynx, par exemple, un cancer du larynx, un cancer de la parotide, un cancer euh, euh, de l'oreille, un cancer de la thyroïde, il faut toujours savoir le drainage lymphatique parce que ça vous aidera devant une adénopathie métastatique sans site primitif bien précis, ça vous aidera à vous orienter vers l'organe atteint. D'accord? Donc, donc ça, pour le drainage lymphatique, ça j'en passe. Il faut juste réviser ça. Donc, parce que ça sera très lent. Euh, donc, le plus important, c'est de savoir les systèmes de drainage lymphatique de la face et du cou. On a généralement deux systèmes. Il y a le système horizontal, c'est le système de Poirier, de Pignot et Poirier, et il y a le système vertical, c'est le triangle de Revière, et la classification OMS des différents niveaux des, euh, des différents niveaux ganglionnaires. Voilà. Donc, il faut juste réviser ça. C'est dispo partout. Voilà les différents niveaux. Voilà, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, 3, 4, il y a le niveau 6, le 5A et le 5B. Faut juste réviser ça. Ça, c'est le différent drainage lymphatique des différents organes. Par exemple, la langue mobile, son drainage lymphatique se fait au niveau du niveau euh, 1, le niveau 2 et le niveau 3. La base de langue, c'est la même chose, etc. Donc, toujours dans les caractéristiques sémiologiques d'une tuméfaction cervicale, donc, comme je l'ai dit, il faut toujours prendre en considération l'âge du patient. Généralement, à l'âge jeune, c'est les pathologies bénignes. Au sujet âgé, il faut toujours se méfier de la pathologie maligne, d'accord? Quoique, il ne faut pas oublier que chez les jeunes enfants, surtout s'il s'agit d'une tuméfaction d'origine ganglionnaire, une adénopathie, etc., il ne faut pas oublier le diagnostic des lymphomes chez les enfants ou les différents cancers fréquents chez l'enfant, comme le rhabdomyosarcome, etc. D'accord? Donc, il faut prendre en considération les détails de l'anamnèse, c'est-à-dire l'apparition de la tuméfaction, si elle est récente ou ancienne, donc la durée d'évolution de la tuméfaction, l'augmentation, l'évolutivité, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la tuméfaction, si elle est lente ou une augmentation rapide, ou il y a eu une tuméfaction qui est stable, puis il y a eu une augmentation rapide euh, de son volume. Donc, les symptômes associés, bien sûr, les différents symptômes de la sémiologie ORL, à savoir la dysphagie, la dysphonie, une dyspnée, otalgie, etc. D'accord? Donc, voilà certaines caractéristiques en fonction de l'étiologie. On a pour les pathologies bénignes, généralement la tuméfaction, elle est molle, caoutchouteuse, elle est lisse, mobile. La taille, généralement, elle est stable. D'accord? Pour les tuméfactions inflammatoires, elle est généralement molle, œdémateuse. Généralement, il y a de l'érythème. Elle est érythémateuse, douloureuse, sensible, chaude, généralement inférieure
à 2 centimètres, elle change de taille rapidement, d'accord? Pour les pathologies malignes, elle est dure ou caoutchouteuse, fixe, indolore, irrégulière. Il y a de l'érythème parfois, supérieur à 2 centimètres. Évolution stable. Elle intéresse bon, il faut évaluer aussi le statut ganglionnaire environnant si vous trouvez une adénopathie associée. Mais ça, c'est pas de la science exacte. Hein, c'est pas de la science exacte. Par exemple, ici, vous pouvez trouver des tuméfactions d'origine inflammatoire qui dépassent les 2 centimètres. D'accord? C'est pas de la science exacte. C'est juste des éléments d'orientation. D'accord? Avec l'âge, avec l'interrogatoire, avec les caractéristiques sémiologiques de la tuméfaction, ça va vous permettre de s'orienter vers une telle ou telle pathologie. D'accord? Bon, ça, ça aussi, c'est pas de la science exacte. Incidence de l'âge sur le diagnostic différentiel d'une tuméfaction cervicale, ça, 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 ça repose sur des éléments, sur des études épidémiologiques, etc. Donc, vous prenez pas ça comme de la science exacte, hein, d'accord? Généralement, c'est ça, mais il ne faut pas que ça soit généralement les tuméfactions inflammatoires, les causes congénitales, etc. C'est entre 0 et 15 ans. Entre 16 et 40 ans, c'est une tuméfaction inflammatoire, les causes congénitales, néoplasiques, bénignes, malignes, etc. Supérieur à 40 ans, néoplasiques, inflammatoires, congénitales. Mais il ne faut pas que ça soit la règle, d'accord? Il ne faut pas que ça soit la règle. Le plus important, c'est euh, l'interrogatoire, la sémiologie, c'est-à-dire la clinique, et puis les examens paracliniques et les examens complémentaires. D'accord? Bon, j'en passe. Donc, pour le diagnostic différentiel, vous savez, devant une tuméfaction cervicale chronique, on va systématiquement évoquer plusieurs diagnostics. On va les énumérer du diagnostic le plus probable vers le moins probable. Et puis, euh, par ce diagnostic différentiel qu'on va déterminer notre démarche et qu'on va orienter notre investigation, quoi, nos examens complémentaires. C'est en fonction, après avoir fait l'interrogatoire, regrouper les différents éléments cliniques, etc., les caractéristiques, l'âge, etc., euh, on va faire évoquer des diagnostics. C'est des diagnostics différentiels, du diagnostic le plus probable vers le diagnostic le moins probable. Puis, pour chaque diagnostic, il y a une investigation qui est propre à ce diagnostic et des examens complémentaires. Dans les examens complémentaires, d'abord on commence par le diagnostic le plus probable, puis on passe jusqu'au dernier diagnostic différentiel. D'accord? Donc, selon l'étiologie, il y a les tuméfactions cervicales d'origine congénitale, il y a les tuméfactions cervicales acquises. Acquises, il y a les tuméfactions inflammatoires ou infectieuses, et il y a les tuméfactions néoplasiques. Voilà, c'est comme ça que vous allez réorganiser votre démarche diagnostique. Du point de vue anatomique, il y a les tuméfactions qui dépendent de la ligne médiane et les tuméfactions latéro-cervicales, que ce soit le triangle antérieur, c'est-à-dire tout le long du banc antérieur du muscle sternocleidomastoïdien, et le triangle postérieur, c'est-à-dire au niveau tout le long du banc postérieur du muscle sternocleidomastoïdien et le muscle trapézien. D'accord? Donc ça, c'est juste pour vous montrer que la variabilité
ou la richesse diagnostique, des diagnostics étiologiques, d'accord, en matière de tuméfaction cervicale chronique. Donc, vous voyez tout ça. Par exemple, pour les pathologies congénitales, on a les kystes subacées, les kystes de la fente bronchiale, les kystes du tractus thyreoglosse, les lymphangiomes kystiques, etc., les laryngocèles, les causes inflammatoires, les lymphadenopathies bactériennes, virales, etc., granulomateuses comme la tuberculose, la greffe de chat, les infections fongiques, la sarcoïdose, maladie de système, etc., néoplasiques. On a les néoplasies primaires inconnues, c'est-à-dire c'est les adénopathies primitives sans porte d'entrée, c'est-à-dire le patient il vient avec une adénopathie métastatique, mais sans site primitif, évident, d'accord. Il y a les cancers des VADS et les cancers ou les carcinomes épidermoïdes. Voilà, il y a d'autres diagnostics comme les ménalomes, les adénocarcinomes, les tumeurs des glandes des glandes salivaires malignes comme les adénocarcinomes, le mycoépidermoïde, etc. Il y a par exemple les tumeurs malignes de la glande thyroïde, comme par exemple le carcinome papillaire, le carcinome vésiculaire, le carcinome anaplasique, etc. etc. Il y a une variété diagnostique très importante. Donc, pour les tumeurs malignes, elles touchent 5% de toutes les tumeurs malignes survient chez l'enfant. Donc, il y a quand même un pourcentage de 5%, qu'on trouve des tumeurs malignes chez l'enfant. Plus de 50% sont des lymphomes. Généralement, dans 50% des cas, c'est des lymphomes et des sarcomes, des tissus mous. Les sarcomes, c'est les rhabdomyosarcomes, les leiomyosarcomes, les liposarcomes, etc. Chez les enfants de moins de 6 ans, généralement, c'est des neuroblastomes et des LNH, les lymphomes non-Hodgkiniens et les rhabdomyosarcomes. Entre 7 et 13 ans, c'est la maladie d'Hodgkin, les lymphomes non-Hodgkiniens, les cancers de la thyroïde et rhabdomyosarcome. Et chez les adolescents, généralement, c'est la maladie d'Hodgkin. D'accord? Mais ça reste, c'est juste basé sur des études épidémiologiques. Ça va juste nous permettre de faire ou d'avoir une orientation diagnostique, mais le plus important, c'est la démarche diagnostique, d'accord? Donc, pour les tuméfactions cervicales qui se trouvent sur la ligne médiane ou sur les côtés, par exemple, chez l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une tuméfaction qui se trouve sur la ligne médiane, on a généralement des kystes du tractus thyreoglosse, d'accord, et les adénopathies sous-mentales, d'accord, sous-mentales, les adénopathies sous-mentales, ici, ou les kystes du tractus thyreoglosse. On a les kystes dermoïdes et épidermoïdes, et on a les fentes cervicales, d'accord, les fentes et kystes bronchiales, et les tératomes, d'accord. Les tératomes, c'est des tumeurs à potentiel malin, d'accord. Donc, latérocervical, c'est des kystes bronchiales, généralement les kystes de la deuxième fente, d'accord, de la deuxième fente bronchiale, ou anciennement appelé le kyste amygdaloïde, d'accord. Sur la ligne médiane, c'est les kystes de la troisième, quatrième fente, généralement, d'accord. Les malformations vasculaires et lymphatiques, comme par exemple le lymphangiome kystique, les adénopathies, bien sûr, les nodules thyroïdiens, les kystes thymiques, les laryngocèles et les tumeurs bénignes des tissus salivaires, d'accord? Les tumeurs salivaires bénignes. Donc, par exemple, pour les kystes de tractus thyreoglosse, ça,
vous voyez que c'est une tuméfaction qui est médiane. On regarde toujours de l'os hyoïde. Il s'agit d'une tuméfaction, d'ailleurs, c'est une malformation congénitale qui se reproduit par défaut de migration de la glande thyroïde. D'ailleurs, on trouve des malformations, parfois une malformation associée, qui est une loge thyroïdienne qui est vide, associée à une thyroïde basilinguale qui se trouve ici. La thyroïde, parfois, pas souvent, parfois la thyroïde, elle se trouve au niveau de la base de langue. D'accord? Donc, ces kystes-là, généralement, c'est des tuméfactions kystiques, lisses, mobiles, de consistance molle, parfois fistulisées à la peau. D'accord? Leurs caractéristiques pour les connaître, donc ce sont des kystes qui ont deux composantes. On a la composante kystique qui est cervicale, généralement elle est succioïdienne, d'accord? Avec un cordon qui remonte jusqu'à la base de langue, d'accord? Donc, et ce cordon, et grâce à ce cordon, si on est devant une tuméfaction kystique succioïdienne, donc pour poser le diagnostic ou pour s'orienter vers le diagnostic positif d'un kyste du tractus suryo-gloss, on demande toujours au patient de faire une manœuvre qui est de faire une protraction de la langue. Le patient il fait sortir sa langue et on va sentir une ascension de ce kyste lorsque le patient fera sortir sa langue. On ressent qu'il y a une communication entre ce kyste-là et la base de langue. Donc, c'est une tuméfaction qui est mobile à la protraction de la langue. Donc, ça vous oriente directement vers le kyste de tractus suryo-gloss. Ce kyste de tractus suryo-gloss, le traitement, il est chirurgical, d'accord? Il n'y a pas d'autre traitement. Le traitement, il est chirurgical parce qu'il y a le risque de fistulisation. À chaque fois que ça fistulise, la chirurgie, elle devient difficile parce que quand on enlève le kyste, il faut enlever le kyste et le cordon, d'accord? Si on laisse le cordon, ça va récidiver. Ou une partie du kyste, ça va récidiver. Ça, le premier point. Le deuxième point, c'est le risque de dégénérescence maligne, d'accord? Voilà, le risque de dégénérescence maligne. Ces kystes ont un potentiel de dégénérescence maligne et se situe entre un taux de 1%